Alors, on va lancer le sujet directement. Donc, la table ronde, ça va être sur les nouveaux récits de parentalité. On va avoir un échange donc, avec nos invités et on finira par un temps d'échange avec vous qu'on prendra le temps, une quinzaine de minutes à la fin. Donc, si vous avez des questions, gardez-les bien en tête. Jeunes parents, en devenir ou nostalgiques d'un temps révolu, ou encore envie d'enrichir le dialogue avec nos propres parents. La parentalité, ou les parentalités, ou les conditions parentales, on peut jouer sur les mots, il y en a plein, sont régulièrement vécues en décalage avec notre imaginaire. Les remises en question sont fréquentes, et les difficultés oscillent d'une personne à une autre. Ouvrir le dialogue, telle est votre mission. Ce sont donc tous ces potentiels tabous et dictates que nous allons essayer de décortiquer avec nos deux experts que nous sommes ravis d'accueillir, Sophie Baconin et Cédric Rostin. Alors je vais les présenter, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Sophie, tu es journaliste de métier et maman d'un petit garçon, né en 2019. Vite persuadée que la grossesse ne s'arrête pas au bout de 9 mois, tu crées le podcast Le 4e trimestre. Tu enquêtes et recueilles des témoignages autour des sujets tels que le congé paternité, les injonctions, le corps ou encore la sexualité postpartum. Tu as aussi écrit Les secrets du postpartum et créé dans la suite du podcast le magazine Le 4e trimestre. Cédric, tu es à la fois working dad, créateur de podcast, Papatriarcat, j'ai réussi à le dire, auteur du livre Tu vas être papa, créateur de contenu, conférencier et coach. Ton podcast valorise une parentalité engagée, éclairée et affranchie du patriarcat. En tout cas, du moins, tu essayes. C'est déjà vachement bien. Je tenais aussi à excuser Tsipora Sidibé, qui est la créatrice du podcast Tant que je serai noire, qui a eu un imprévu. Voilà, ses voyages s'est décalé. Du coup, elle ne pouvait pas être présente avec nous, mais c'était prévu que vous soyez 3. Donc voilà, on va lancer les échanges, si vous voulez bien. Donc, j'ai un petit peu regardé quand même, avant de lancer la table ronde. J'ai un petit peu regardé vos différents podcasts que je ne connaissais pas. Donc, je les ai découverts grâce à la préparation du festival. Votre podcast parle chacun à leur manière de parentalité. Une des premières questions qui m'est venue en les écoutant et en écoutant quelques épisodes, c'est pour vous, quel a été le déclenchement de cette envie de partager vos questionnements ou expériences? Parce que vous êtes tous les deux parents. Vous avez, je crois, lancé vos podcasts quasiment à la même période sans le savoir. Et donc voilà, ça a été quoi un petit peu l'élément moteur du départ de ces podcasts? Alors moi, je travaillais pour un quotidien, alors c'était pas en Bretagne. Et j'avais déjà eu l'idée, en fait j'écoutais déjà des podcasts, j'aimais beaucoup à l'époque La Poudre de Lorraine Bastide, et je me disais, c'est quand même dommage de travailler dans un journal quotidien et qu'il n'y ait pas de podcast, qu'il n'y ait pas ce format-là. Donc j'avais proposé au journal où je travaillais, voilà, on pourrait faire ça. Et puis on m'avait dit, oui, bien sûr, tu peux le faire, en plus de tes heures de travail. Donc je me suis dit, non, on va pas faire ça du coup. Et puis quand j'ai pris mon congé maternité, après j'ai pris un congé parental, parce que j'avais vraiment pas envie de retourner travailler. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai qu'on parle tout le temps du bébé. Moi, j'avais lu plein de trucs sur le développement de son cerveau, de sa première année, de tout. Mais j'avais rien lu sur ce qui pourrait m'arriver à moi. Je sais pas trop. Je pense que j'avais une sorte de vide. Je me dis, en plus, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, je me demande comment ce sera quand le bébé sera né, pour moi, quoi. Et en fait, on me répondait pas trop, donc je me disais, il se passe rien, quoi. Enfin, je sais pas, je l'envisageais pas. Enfin, vu qu'on me disait rien, et en fait, je me suis rendu compte qu'il se passe quand même des trucs incroyables. Et là, je me suis dit, ah ouais, peut-être que c'est ça, en fait, qu'il faut que j'en parle. Du coup, j'ai appelé ça le 4e trimestre et je me suis dit, je vais partir des 12 semaines de ce trimestre-là pour dégager des thématiques qui, moi, m'avaient interpellée. Donc, notamment sur le corps, mon gros sujet. Voilà, le congé paternité, la sexualité, la reprise du travail, autre très gros sujet, puisque j'ai pris un congé parental et après, j'ai démissionné 3 mois après avoir repris. Et en fait, en rencontrant des gens, je m'étais dit, à chaque fois, je partirais de mon expérience et puis je rencontrerais des personnes pour savoir si elles ont vécu la même chose que moi ou si je suis vraiment trop bizarre. Et non, je n'étais pas trop bizarre.
Et c'est parti comme ça, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient envie de partager, plein de femmes surtout, parce que moi, j'avais interviewé un seul papa, je crois. Et je m'étais rendu compte que la maternité, c'est un truc hyper commun. Il y a des bébés qui naissent tous les jours, c'est vrai, mais qu'en fait, c'est énorme et que c'est vachement rendu comme si c'était assez anodin, comme si ça impactait rien. Ça impacte pas ta vie d'avoir un enfant, alors qu'en fait, tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a des choses à dire, et j'avais envie qu'on en parle un peu et que ce soit pas rien en fait. Comme s'il fallait que ce soit naturel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis comme si ça changeait pas, par exemple, ton retour au travail, tu as un enfant, mais tu peux faire les mêmes horaires, tu es en méga forme, tu n'as pas dormi la nuit, mais c'est pas grave. Donc ouais, non, j'avais envie qu'on puisse en parler un petit peu librement. Ben moi, du coup, l'idée du podcast, alors je sais que ça fait un peu cliché, mais c'est pas la mienne en fait, c'est une idée de ma compagne. Voilà. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis devenu papa, en préparation de tout ça, il y avait vraiment des choses que je voulais pas reproduire, notamment les violences éducatives que j'avais connues. Et donc je me suis plongé là-dedans, dans beaucoup de lectures, beaucoup de contenu, vidéo, audio. Voilà, c'était en français, en anglais. Voilà, je suis vraiment allé creuser tout ça. Et on s'est retrouvés à devenir parents. Et à ce moment-là, je travaillais à la FNAC de Poitiers. J'habitais à Bordeaux en même temps. Et en fait, on se retrouve à faire de l'allaitement, à faire à vouloir pas de violence dans l'éducation, à faire du cododo, du portage, etc. Et en fait, je me retrouve à devoir argumenter avec les amis, la famille, les collègues. Chaque choix éducatif devient une bataille. Là, on se sait, là, on se sait bien. Et en fait, il y a ça qui se passe. Et du coup, ma compagne me dit, quand on parle avec les gens, ça marche, quoi. Ça marche. Et elle, qui était vraiment à fond podcast à ce moment-là, elle me dit, il faudrait que tu fasses un podcast. Alors, moi, à ce moment-là, j'avais déjà prévu de quitter la FNAC, on est fin 2019. Elle me dit ça, on est en novembre. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est l'état de chantier en termes de business, la FNAC, en novembre, décembre, avec l'affluence dans les magasins, les chiffres d'affaires. Elle me dit ça, je lui dis, ouais, bon, plus tard, tu vois. Et en fait, il se trouve que début 2020, j'arrête de travailler à la FNAC, enfin, je quitte mon emploi pour rester près de ma famille, et je me dis, tiens, pourquoi pas. Et en fait, je lance ça. Et l'idée de ça, du podcast, c'était de pouvoir, à la base, j'avais pas d'invité, et c'était de pouvoir parler justement de ces sujets. Elle trouvait ça intéressant que ce soit un mec qui en parle, parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, j'étais pas sur Instagram, j'étais nulle part, en fait. Je m'en foutais royalement de tout ça. Enfin, pas de ma parentalité, mais des réseaux. Enfin, vous voyez, Instagram, tout ça, pour moi, c'était vraiment un truc... non, et en fait, elle me dit, mais en fait, il n'y a pas de mecs qui en parlent, et je pense que ça serait bien que les mecs en parlent. Et moi, je lui dis, ouais, bon, je lance le truc, et puis il y a pas mal d'échanges. Après, dans la démarche, il y a quelque chose qui est, pour moi, essentiel, c'est une fois qu'on a compris le système de violence des adultes sur les enfants, globalement, socialement parlant, il y a plein d'autres systèmes de violence qui s'ouvrent. Donc là, on ne voit pas le sexisme de la même manière, on voit d'autres systèmes, le racisme, le validisme, enfin, il y a plein de systèmes qui explosent comme ça. Et on se dit que ça vaut le coup aussi d'en parler, peut-être d'essayer de comprendre la source de tout ça. Et donc il y a ça qui a motivé. Mais après, il y a une autre raison, je pense, extrêmement autocentrée, peut-être même égoïste, à ce podcast. C'est que quand je vois la merde dans laquelle sociale, alors je ne vais pas dire écologique parce que je ne veux pas traiter tous les sujets, mais en tout cas sociale sur les violences et tout, dans notre société, j'ai envie de pouvoir dire à ma fille dans 20 ans, quand elle me dira, mais papa, t'as vu que c'était le bordel, j'ai envie de pouvoir lui dire sans avoir honte, lui dire, écoute, j'ai fait de mon mieux. Et ça m'émeut un peu quand je le dis. Et c'est quelque chose de très égoïste, je l'entends, mais ça fait aussi partie de la démarche du podcast. Ce qu'on appelle la part du colibri. Voilà. Par rapport à vos deux expériences, on voit bien que vous partez de quelque chose, en fait, du vécu, de votre vécu dans votre parentalité à vous. Comment on passe justement pour créer un podcast? Comment on passe un peu de ce qui est de l'ordre de l'intime vers l'universel? Parce qu'en fait, c'est bien ça la question. C'est vous, en tant qu'individu, vous avez vécu des choses, ça vous a mis en réflexion, ça vous a amené vers quelque part, et vous avez envie de le partager sur quelque chose de beaucoup plus collectif
parce qu'on se rend compte que c'est pas vous, en tant qu'individu, qui le vivez tout seul dans votre coin, mais qu'au final, beaucoup de personnes le vivent. Donc comment on part justement de... Est-ce qu'on parle de soi ? Mais au bout d'un moment, ça va faire un podcast, 2 podcasts, mais pas beaucoup plus, je ne sais pas après. Voilà, comment on bascule un petit peu par rapport à ça ? Je pense que moi, c'était une quête personnelle. Je me disais, est-ce que je suis trop bizarre de ressentir et de penser ça ? Et vraiment, j'avais envie de rencontrer des gens qui me disent bah oui, t'es trop bizarre, ou qui me disent bah non, mais moi, j'ai ressenti la même chose. Et en rencontrant les gens, je me suis vraiment rendu compte que c'était assez unanime, quoi, qu'il y avait d'autres personnes qui avaient rencontré des problématiques, alors pas forcément les mêmes que les miennes, mais en qui ça pouvait résonner. Et à partir de là, bah forcément, par exemple, moi, j'avais jamais entendu parler, avant de faire le podcast, de la dépression postpartum. Et je suivais une fille sur Insta qui était illustratrice. Enfin, elle est toujours illustratrice, d'ailleurs. Et je me souviens qu'elle avait été enceinte en même temps que moi. Donc, je m'étais dit, bah, ça pourrait être sympa de l'interviewer. Et quand je lui avais envoyé un message, elle m'avait dit, bah, c'est super que tu me contactes parce qu'en fait, mon premier enfant, j'ai fait une dépression postpartum et je me suis toujours dit que j'avais envie d'en parler. Et je me souviens qu'on avait échangé au téléphone pendant 2 heures où elle m'avait tout raconté. Je m'étais dit, ben, si j'avais pas cherché à gratter un petit peu ce qui se passait, j'aurais jamais été au courant de ce truc, quoi. Donc, moi, je suis partie de moi, de ce que je trouvais bizarre chez moi. Et j'ai découvert d'autres gens qui avaient plein de choses à partager que je connaissais pas, quoi. Mais, disons que... Est-ce qu'on parle de notre intime ? Oui, bien sûr. Enfin, on part de là. De toute façon, on voit les difficultés qu'on a rencontrées. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de travailler un peu sur les croyances qu'on peut avoir. Parce que je me suis aperçu qu'en parentalité, il y avait quand même un sacré paquet de croyances. À commencer par l'allaitement. Enfin, je pense vraiment à cet allaitement où on a dit à ma compagne que, comme elle avait accouché par césarienne, elle ne pourrait pas allaiter, et qu'on s'est battu, et que ça a duré 4 ans, finalement, l'allaitement. Donc, il y avait un sacré paquet de croyances, et je me suis demandé d'où tout ça venait. Et dans l'approche, en fait, l'idée, c'était de venir déconstruire aussi mes propres croyances, parce que moi, il y a plein de trucs que je savais pas sur les bébés, dis donc. Tu vois, je savais pas que les bébés, ça faisait du bruit comme ça. J'avais même jamais changé une couche avant ma fille, donc pour te dire. Donc j'ai découvert plein de trucs, et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a d'autres mecs, ou d'autres parents tout court, qui sont dans ces mêmes découvertes, ces mêmes questionnements. Et on va en parler. On va en parler. Moi, l'idée, c'était vraiment d'en parler assez librement. Et assez sans tabou, quoi. Je veux dire, on y va, et puis quitte à passer pour un blaireau, au moins on va se réunir avec d'autres blaireaux et se dire qu'on n'est pas les seuls blaireaux. Voilà, on est tout un gros tas de blaireaux, et on essaye d'avancer ensemble. Non, mais c'était vraiment ça la démarche au départ, de se dire voilà. Et puis après, moi le format invité, il est venu après, en fait. Il est venu après avec le Covid, parce que les gens étaient beaucoup plus dispo, bizarrement. Et voilà, on est parti là-dessus, et je trouvais ça intéressant justement d'essayer dans les épisodes de parler sans tabou, d'amener les gens à parler sans tabou, et d'essayer dans les épisodes de voir qu'on peut évoluer, même sur le temps d'un épisode, on peut se poser des questions, on peut aussi voir les choses différemment, sans se juger, parce que j'ai aussi découvert du coup que la parentalité était un fort lieu de jugement. Et l'idée, c'était vraiment ça, d'amener ce format-là, et cette approche-là, je la dois à mon parcours pro, en entreprise, dans l'accompagnement de l'humain. J'ai rien inventé, hein, ce sont des choses qu'on m'a apprises. Mais je pense que c'était important justement de faire des liens. Je pense que on manque cruellement de liens, et l'idée, c'était de faire des liens. Alors, juste, tu parlais d'allaitement et de jugement. Moi, et on parle d'intime, et je me souviens que quand j'ai lancé le podcast, je m'étais dit, moi, je parlerai jamais d'allaitement, parce que moi, j'avais pas allaité mon fils, et déjà, je m'étais pris plein de remarques, et je me disais, Instagram, c'est vraiment le bûcher, quoi. Si je dis ça sur les réseaux sociaux, je suis finie. Mais en fait, je me disais juste, moi, je n'ai pas du tout envie de devoir me justifier de pourquoi ci et pourquoi ça. Et en même temps, quand j'ouvrais Instagram, je me souviens, en fait, l'élément déclencheur, c'est qu'une fois, c'était une très très belle photo, et c'est super, c'était une fille, en fait, qui faisait du yoga, donc une position super compliquée, en allaitant son enfant. Alors, c'était magnifique, mais je m'étais dit déjà, rien que sans enfant, je suis incapable de faire ça.
Et je m'étais dit, après, ça donne quand même une image faussée. Enfin, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et je m'étais dit, allez, il faut que j'en parle quand même. Et j'avais reçu des retours assez bienveillants, de personnes qui m'avaient dit, moi non plus, j'ai pas allaité. Moi, j'ai allaité une semaine, machin. Je me suis rendu compte que vraiment, l'allaitement, c'est vrai que c'est un sujet difficile à aborder, quoi, parce que chacun a un avis. Même tout le monde a un avis, même des gens qui n'ont jamais eu d'enfant. Tout le monde a un avis pour toi et des fois c'est difficile justement de partir de son intime à soi, de se dévoiler en fait et de se mettre un petit peu à nu quoi devant des gens. Mais je trouve que ça apporte en fait parce que ça aide aussi les autres à partager et à pas rester tout seul en fait avec ces trucs. Enfin moi je sais qu'on m'a dit je me souviens, ma grand-mère m'avait dit, mais tu lui donnes du lait, non, tu lui donnes des boîtes ou je sais pas quoi, comme si c'était de la pâtée pour chat. Bref, moi j'avais ressenti ça comme ça, j'avais trouvé ça un peu compliqué et on se rend compte qu'on est nombreuses, quoi. On voit bien du coup comment on passe de ce que je disais tout à l'heure, de l'intime à l'universel et de l'individuel au collectif au final. Et comment les podcasts réussissent aussi à avoir ça, c'est-à-dire comment on part de son individualité. Disons que le podcast, tu veux, dans son format... C'est ça, c'était la question, pardon. Justement. Non, je t'en prie, mais au contraire, c'était le choix, justement. Moi, c'était la curiosité, c'était de savoir, pour vous, c'était quoi le choix du podcast et c'était quoi les avantages, en fait, de ce choix-là, de médias, parce qu'il y en a d'autres, et quelle liberté ça permettait. Alors, pour moi, qui ne suis absolument pas une personne publique, c'est déjà il y a un côté où on n'a pas à gérer son image. Tu vois, parce que moi je suis pas, vous voyez, là, je suis en short, en sandales. Moi je suis pas un grand pro de l'image et je m'en fous royalement par ailleurs. Et l'idée aussi du podcast, moi que j'aimais bien, c'est que c'est quelque chose qui devait être accessible pendant qu'on fait son ménage, pendant qu'on est dans les transports, parfois pendant qu'on travaille, pendant plein de choses. Pendant une promenade, on peut écouter le podcast. Et il y a un truc vraiment, moi, qui m'avait marqué dans le podcast, c'était que, alors comme d'autres formats longs, mais c'est que on a le temps de la nuance. Tu vois, ce qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux. Là, on a le temps de la nuance. On a le temps d'expliquer que c'est pas parce qu'on a fait le choix d'allaiter 4 ans, c'est pas parce qu'on a fait le choix de pas allaiter que c'est un problème. On a le temps de caler tout ça. Tu vois, on n'est pas dans cette immédiateté des réseaux sociaux, dans ces réactions très épidermiques, avec parfois un nombre de caractères extrêmement limité. Et je trouve que le podcast permet vraiment tout ça. Permet un échange et une liberté de propos sans être obligatoirement contredit, coupé. Et puis tu as aussi un certain... moi je sais que j'ai certaines personnes dans mes invités qui ils étaient OK pour parler parce qu'ils savaient que leur voix ne serait pas reconnue, mais si on avait montré leur tête, ça n'aurait pas été le même discours. Donc c'est pas pareil, tu vois. Hier j'ai fait un enregistrement, alors que maintenant je filme mes enregistrements. Hier j'ai fait un enregistrement où la personne ne souhaitait pas être filmée, tu vois. Alors que par contre la voix ça passe crème, quoi. Moi j'avais beaucoup hésité entre un podcast et une chaîne YouTube. Je trouvais que c'était c'est des formats différents, quoi, mais ça me plaisait bien l'idée de, je sais pas. Mais rapidement, je me suis rendu compte des contraintes techniques que ça impliquait de filmer une interview, quoi, parce que je voulais pas qu'il y ait qu'un seul plan fixe, donc il aurait fallu que j'ai plusieurs appareils et machin, les micros. Enfin, en fait, techniquement, c'était déjà compliqué. J'étais en plein, parce que du coup, mon fils avait 4 mois quand j'ai lancé le podcast, donc concrètement, gérer ma tête, gérer la partie technique, ça me plaisait plus du tout. Du coup, je perdais un peu mon côté, on se concentre sur l'interview. Et je trouvais que le format podcast, effectivement, ça permettait de se concentrer vraiment sur le récit et pas est-ce que j'ai une mèche de travers, quoi. Et je trouvais qu'effectivement, comme dit Cédric, on s'en rend compte, les gens, quand tout de suite on dit est-ce qu'on peut vous filmer, il y a une sorte de réticence, les gens sont un peu moins naturels, mais je les comprends, hein, moi c'est exactement la même chose. Et je trouve qu'effectivement, ça offre une liberté, en fait, parce que tu n'es pas sûr qu'on va reconnaître ta voix, et puis il n'y a pas ta tête, en fait. Et tout de suite, les gens se confient beaucoup plus et oublient beaucoup plus le micro que tu pourrais oublier les 3 caméras que j'aurais placées, quoi.
Plus de spontanéité, plus de Ouais, liberté c'est ça, de parole, et de fait, un Plus échange, de confidence, en plus fait. de confidence. Ouais. Alors, vous abordez dans vos podcasts des sujets totalement différents, même si le cœur, c'est la parentalité. Leur point commun, donc, c'est la parentalité, mais aussi le fait que ce sont des sujets dont on parle très peu, au final. On entend beaucoup de choses sur la parentalité, ou en tout cas, on l'entendait peu quand vous avez démarré, parce que ça, c'est des choses à l'époque, même si ça fait que quelques années. Ils ne font pas partie des sujets glamour de la parentalité, si tant est qu'il y a un peu de glamour dans la parentalité. Mais bon, pour vous, justement, quel est l'enjeu de visibiliser cette diversité des parentalités et leur réalité ? Tout à l'heure, Cédric, tu avais commencé peut-être un petit peu à donner un début de réponse quand tu parlais de ta fille. Oui, alors, les enjeux de visibiliser ça, c'est... Alors, je pense qu'un des premiers enjeux, c'est de faire comprendre que les parentalités sont multiples, qu'il n'y en a pas une pareille, et que les choix qu'on fait sont des choix qui sont très différents, qui sont multifactoriels, et surtout, moi, ce que je voulais, c'était créer du lien. Voilà, ça, pour moi, c'était important. Ensuite, il y a des enjeux militants aussi, c'était de ramener certains sujets sur la scène politique et sociale, quoi. Parce que souvent, les parentalités, en fait, on vous dit que c'est de la faute des parents ou c'est de la faute des enfants. Alors, c'est souvent la faute des enfants, bien sûr, qui sont des petits démons, qui ne cherchent qu'à nous manipuler. C'est très ironique, ce que je viens de dire, bien sûr, mais en tout cas, c'est souvent la faute des parents. Tout est de la faute des parents. Il y a toujours un moment où c'est la faute des parents. Sauf que la société et le politique ont énormément de responsabilités sur ces sujets-là, à commencer par la condition parentale, comme tu l'évoquais en off tout à l'heure. Et je pense que c'est intéressant de partir de ça, et avec l'invité de faire ce cheminement on part de ton vécu, on part de comment tu as pris tes décisions, sans les juger, bien entendu, mais c'est important. Et ça, des fois, c'est vraiment important de se rappeler tout ça, parce que je me rappelle d'un épisode avec Vincent qui dit qu'il punit ses enfants. Voilà, il leur crie dessus, il les punit. Bon, dans mon podcast où moi je lutte contre les violences éducatives ordinaires, je peux vous dire que ça a choqué beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont dit, mais t'imagines, tu lui as pas dit qu'il devait pas le faire, machin et tout. Ouais, sauf qu'en fait, Vincent, il a été battu. Il a pris des coups de poing, il a pris des coups de pied, il a été insulté, il a été humilié, il a été affamé. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on oublie, c'est qu'on regarde vite le résultat, mais on oublie que Vincent, il est parti de ça, comme connaissance de la parentalité quand même, et il arrive à juste crier de temps en temps et punir ses enfants. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, ça ne veut pas dire que je le ferai. Ça veut juste dire, est-ce qu'on peut juste prendre le temps de considérer l'autre dans son chemin, dans son parcours, et d'applaudir cette incroyable progression, ce processus qu'il a mis en place, quoi. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire, parce que je trouve que ça manque cruellement. On est vraiment dans une politique du résultat, de regarder, de juger. Est-ce que si tu fais différemment que moi, c'est que c'est pas bien ? Et on oublie ça. On oublie tous ces chemins. Et je suis parti très loin, je crois, dans ta question. Mais pour moi, c'était vraiment ça. Mais au quoi. contraire, tu es au cœur de la question. Quand tu parles politique, justement. Enfin, c'est ça. C'est un enjeu politique. Et d'aller sur ces sujets où à un moment, tu vois, il y a plein aussi de tabous dont on ne parle pas. C'est que moi, j'entends totalement, et je le dis et je le revendique, que les mecs, il faut qu'on se sorte les doigts du fion sur les tâches ménagères, éducatives et tout. Mais on doit aussi regarder que les darons qui veulent le faire, quand un congé paternité est juste de 1 mois avec 7 jours obligatoires, quand une sage-femme ne te regarde pas une seule fois, quand elle explique comment s'occuper du gamin, enfin voilà, il y a plein d'exemples où, ok, les darons, il faut y aller, mais il y a toute une société qui te dit en même temps que c'est pas ta place. Et c'est un problème. Et en fait, il n'y a pas des gentils darons et des méchants darons qui s'impliquent ou qui ne s'impliquent pas, il y a tout un ensemble de cultures, et ça marche aussi avec les violences envers les enfants, il y a tout un ensemble de cultures qui font que ça pose problème. Pareil pour les violences, c'est pas il y a des gentils parents qui tapent pas, il y a des méchants parents qui tapent, il y a toute une culture, ce qu'on doit regarder honnêtement, et il y a des enjeux politiques et sociaux qui sont extrêmement importants. On est tous le produit d'une culture et d'une société dans laquelle on est et on grandit, et du coup comment ça impacte notre individualité, et du coup en tant que parent, on est ce qu'on est. Ma ligne de mire, ce que je visais, c'était vraiment de rendre visible en fait les mères, parce que moi j'avais l'impression, j'avais pris pendant mon congé maternité, après j'ai pris un congé parental, que j'étais devenue invisible en fait, que j'existais plus. Quand tu dis aux gens oui j'ai pris un congé parental, donc je m'occupe à plein temps de mon enfant, on te dit mais tu vas retourner travailler.
Là, pour le moment, en fait, je m'occupe de mon enfant. Et donc, en plus, quand je suis retournée travailler et que j'ai démissionné 3 mois après, là, on s'est dit, en fait, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, non, c'est juste que moi, ce que je voulais, c'était valoriser, en fait, la maternité, en fait. On nous demande, en fait, de travailler, d'avoir une maison nickel, des repas bio équilibrés, machin, et puis d'aller travailler 39 heures par semaine, mais de ne pas faire garder son enfant trop non plus. Hein. Donc, moi, je trouvais que c'était assez angoissant, tout ça. Et j'avais envie de montrer qu'en fait, quand tu donnes naissance à un enfant, c'est pas rien, c'est vraiment pas anodin. Et qu'en fait, c'est des choses qu'il faut valoriser, que retourner au travail, c'est très bien, que rester à la maison, c'est très bien, qu'en fait, n'importe quel choix que tu fais, que tu allaites pas, qu'en fait, tu fais les choix qui sont le mieux pour ta famille, pour toi, pour ton enfant, pour tout. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant, parce que j'avais vraiment cette sensation que tu deviens maman, déjà tu deviens invisible parce que tu t'occupes de ton enfant, donc oui, tu sors moins, oui, mais maintenant elle est devenue maman. Oui, elle est devenue maman, effectivement. Mais en fait, c'était vraiment ça, quoi, l'idée de dire, en fait, c'est quelque chose d'important dans ma vie et c'est quelque chose d'important dans la vie des familles, quoi. C'est pas rien, quoi. C'était vraiment ça, moi. Du coup, on voit bien... on parlait de société et c'est comme on est dans une société qui est tout le temps en évolution et en fait vous participez à votre hauteur à accompagner un petit peu cette société en évolution justement pour déconstruire que ce soit des idées ou au contraire montrer des choses parce que c'est quand tu parlais de la place de la mère, de la femme et de la mère, dans une société aujourd'hui, je parle de la société française parce qu'on est en France, mais c'est pas la même d'il y a 30 ans ou il y a encore 60 ans. Et c'est récent en termes de l'échelle de l'humanité. Donc ça veut dire que dans les pensées, dans tout ce qu'on nous a transmis, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères ou grands-pères, il y a tout ça en fait à revisiter. Donc en fait, ce qui est fou, moi, ce que je trouvais incroyable, c'est que quand tu n'as pas d'enfant, parce que moi, j'ai eu mon fils, du coup, j'avais 34 ans, donc tant que j'avais pas d'enfant, on était en boucle à me dire, et t'as pas d'enfant, et tu veux pas d'enfant, et tu vas avoir un enfant quand, et nanana. Ça, c'était vraiment... À partir de mes 30 ans, je pense que c'était la question que j'avais en boucle. Donc, franchement, je n'osais même plus décrocher mon téléphone quand je voyais que c'était quelqu'un que je connaissais. Ce que je me disais, la première question, c'est « T'es enceinte ?» Non, je ne suis pas enceinte, merci de me laisser tranquille. Et une fois que j'ai eu mon enfant, c'était « Et tu retournes travailler ? Et tu vas faire un deuxième ?» En fait, je trouvais vraiment que si tu n'as pas d'enfant, il faut que tu en aies un, mais quand tu en as un, il faut faire comme si tu n'en avais pas. Et je trouvais que vraiment, il y avait ce côté injuste auquel les hommes ne sont pas soumis. Non, mais c'est hyper important quand même, ce que tu évoques là, c'est que moi, s'il y a un truc quand même qui m'a sauté au visage avec tout ça, c'est que ce soit avant d'avoir des enfants, quand on n'a pas d'enfants, et après, donc les mères sont jugées en permanence. On se rend compte quand même du jugement qui pèse sur les femmes et les mères en permanence, quoi. Alors que nous, les darons, et les non-darons encore, c'est... Moi, tu vois, les questions qu'on me posait, c'est... Bon, alors ma compagne s'appelle Noëlla. Alors Noëlla, quand est-ce qu'elle veut avoir un enfant? Comme si moi, déjà, c'était pas moi qui bloquais, tu vois. Et comme si j'avais pas trop mon mot à dire là-dedans. Et on me disait, il faut que tu l'expliques, là, c'est le moment d'y aller, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on me posait les questions à ma compagne à travers ça. Et après, bien sûr, quand on devient parent, le jugement continue sur les mères. Par contre, nous, les darons, ça change. Nous, on est des héros, quoi. On change une couche, on a une médaille. On porte bébé, on est exceptionnel. C'est juste dingue. Attends, si tu portes bébé au supermarché parce que tu es allé acheter des couches, alors là... Mais oui, non, mais alors là, mais tu sais, anecdote... Et qu'il achète des produits ménagers. Waouh. Mais anecdote, au supermarché près de chez moi, puisque ma fille était en instruction en famille pendant 2 ans, et donc c'est moi qui passais beaucoup de temps avec elle, la majorité du temps avec elle, et à un moment, il y a une hôtesse de caisse qui s'est permis de dire... dis donc, on la voit pas beaucoup quand même, sa maman, à Sarah, ça serait peut-être bien qu'elle s'en occupe. Bon, je vous cache pas que j'ai pas réagi de la meilleure manière possible, je me suis beaucoup énervé, mais n'empêche que, c'est-à-dire que même quand ce qui m'a choqué moi, c'est que même quand la mère est pas là, on va la juger, quoi. C'est tout le temps. C'est tout plein de pensées à déconstruire, en fait. Ah ouais, c'est ouf. Alors justement, quand on parle de déconstruction de pensée, ça me fait écho à différentes thématiques de podcast. Comment on choisit un sujet
Et aussi, ça c'est un échange qu'on avait eu, Cédric, pour préparer la table ronde, qui m'a amené à cette question-là. Comment les sujets évoluent dans le temps et comment même vous, par rapport à vos sujets presque de départ, vous avez évolué en l'espace de 3 ans, là, quasiment, autour de vos podcasts. Et est-ce qu'il y a des modes ? Est-ce qu'il y a des sujets à la mode et comment ça change ? Est-ce qu'il y a des sujets à la mode ? Oui, les écrans. Aïe. Voilà, les écrans, mais le problème en parentalité, je trouve, c'est que les sujets à la mode sont aussi des sujets très clivants. Donc il faut amener différentes choses. Après, tu vois, par exemple, dans l'évolution, je vais te prendre le sujet des violences faites aux enfants, éducatives ordinaires. Moi, personnellement, dans mon parcours de vie, j'ai fait une thérapie quand j'avais 30 ans. Donc c'était il y a 10 ans. Et du coup, je suis hyper en phase avec mes émotions. Enfin, j'ai pas de problème. J'ai réglé tout ce que j'avais réglé avec mes parents, etc. Et en fait, je me suis aperçu, en parlant des violences éducatives, qu'il y avait vraiment, donc ça c'était il y a 3 ans déjà, qu'il y avait vraiment beaucoup de parents qui me disaient « mais en fait, je veux pas, mais ça se déclenche, quoi. Je veux pas, mais il se passe des choses, ça se déclenche. » Et je me suis dit « il faut aller creuser là-dessus. » Donc, on est passé par les récits de parentalité, tout ça, donc il y a vraiment eu un cheminement là-dessus dans le podcast, jusqu'à arriver à l'épisode qui ouvre la saison 5 avec Brigitte Auriol, qui explique le pourquoi du comment est-ce qu'on peut régler ça, etc. Mais je pense que ça demande aussi un certain cheminement, et que ça demande aussi d'observer le fait que, ok, j'ai des comportements que je veux pas avoir avec mon enfant, et d'abord je m'en rends compte, mais tu sais, ça marche pareil avec le sexisme et tout. Hein. Moi, il a bien fallu que je me rende compte qu'un jour j'étais vraiment un gros connard quand même dans ma vie. Tu vois, faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Il y a un jour où j'étais totalement dans les codes de masculinité, et ça marche aussi avec la parentalité. Il y a un moment où les parents doivent se rendre compte que c'est vrai que je pense que mon enfant fait ça pour me faire chier. En permanence. Mon enfant est un chieur permanent. Il faut que ça sorte dans mon coup, et puis après, on va aller chercher. Et ça, si tu veux, c'est intéressant parce que ça amène vraiment un processus. Et je pense que si tu arrives tout de suite en disant aux gens qui éprouvent une difficulté parentale, qui pensent que c'est à cause de leur enfant, etc., et que tu leur dis, tu sais, en fait, il y a quelque chose qui est blessé là au fond de toi, et ça peut se réparer, tu vois. Si tu commences par leur dire ça d'emblée, alors il y en a chez qui ça va résonner sûrement, mais je pense que la plupart des gens vont dire ta gueule. Juste ta gueule, tu vois bien que j'en chie là. Tu vois, donc c'est pour ça que dans le podcast, il y a eu ce cheminement sur un sujet comme ça, et sur d'autres sujets, ça marche aussi. Tu vois, c'est pareil, si on arrive, et je le vois dans les médias, tu vois, sur la condition des pères, si tu commences par arriver à dire « Oui, mais en fait, tu sais, être papa, c'est pas si facile », à des mères qui sont épuisées et qu'on juge tous les jours, etc., bien évidemment que tu vas te prendre une vague de « ta gueule ». Tu vois, par contre, si tu commences à dire les choses en disant « Ouais, les mecs, on fait pas le job. Ouais, nous, on a le date blessing pendant que vous, on vous juge. Ouais, et ça va pas. Et on va faire notre mieux. » Et en même temps, et là, tu vois, quand tu commences par vraiment reconnaître ça, et qu'après, tu peux dire « Et en même temps, quand on essaye de bouger, toute la société, pas vous les darons, hein, mais la société nous dit que dégagez de là, on a peut-être besoin d'avancer ensemble. » Là, tu vois, le message est tout de suite beaucoup plus réceptif, quoi. Donc c'est un petit peu, moi, le cheminement qui s'est développé dans le podcast. Je trouve que les sujets tendance, alors c'est bien d'en parler. C'est vrai que moi, au début, c'était très axé sur le postpartum parce que quand j'ai lancé le podcast, en fait, l'idée, c'est que je voulais chercher l'information que moi, j'avais pas, en fait. Tout simplement, je voulais chercher des réponses à mes questionnements. Et je me suis rendu compte après, c'est devenu un sujet tendance. Et en fait, après, tu as un peu de tout et n'importe quoi. Et tout le monde qui veut en parler et tout le monde qui a un avis expert, évidemment. Du coup, je me méfie un peu des sujets de tendance. Je trouve que voilà, ça peut glisser sur des pentes un peu dangereuses. En général, moi, j'échange beaucoup. En fait, j'ai un compte Insta qui est assez actif, alors un peu moins en ce moment. Mais en fait, les sujets, c'est souvent des personnes qui me disent moi, j'ai vécu telle situation, machin. Et là, je me dis ah oui, effectivement, ça, j'en ai jamais entendu parler, quoi. Et en général, c'est comme ça que je me dis, oui, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et j'ai eu un deuxième enfant au mois de décembre. Et en fait, moi, j'ai toujours un peu de mal à parler de moi parce que j'ai toujours travaillé pour des journaux ou des trucs où on se met jamais en avant. Du coup, j'ai toujours l'idée d'aller chercher quelqu'un qui va attester de ce que je vais dire. Je me cache toujours un peu derrière un expert ou un témoignage. Et quand j'ai dit voilà, que j'attendais un deuxième enfant, parce que je ne savais pas trop comment le dire en plus, je trouvais ça un peu gênant, hello, en fait je suis enceinte.
Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui m'écrivaient en me disant « Mais comment tu as eu envie d'avoir un deuxième enfant ?» Et là, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur avoir un deuxième enfant ou de ne pas avoir un deuxième enfant. » Et du coup, c'est le sujet de la saison 4 qui sortira bientôt. Mais ça fait 6 mois que je dis ça, donc... mais promis, ça arrive. Parce qu'en fait, il y a plein de choses. Avoir un deuxième enfant quand tu as eu, par exemple, un accouchement compliqué, ne pas avoir de deuxième enfant. Enfin, il y a plein de choses à dire, en fait. Et alors là, on va arriver vers la fin. La dernière question, c'est pour vous, quelle a été, suite à la création de vos podcasts respectifs, une des plus grandes difficultés que vous avez rencontrées? Et comment est-ce que vous avez réussi à la dépasser, ou pas d'ailleurs, voilà, en termes d'expérience de podcasteurice? Faire parler les mecs. Non, mais c'est un énorme sujet, quoi. Je confirme, pardon. Et comment je l'ai contourné? Non, mais c'est ouf, quoi. Tu vois, c'est ouf. Parce que, et pour plein de raisons, c'est ouf. Et comment je l'ai contourné? J'ai créé le format Histoire de parents, où en fait, du coup, j'ai plutôt proposé à des couples de s'exprimer chacun de leur côté sur une même chronologie. Donc déjà, ça a fait ressortir des trucs super intéressants. Mais en plus, tu veux, les mecs se sentaient moins seuls, tu vois, de parler de ça. Mais faire parler les mecs, pour moi, c'est un énorme défi, quoi. Sauf... faire parler les mecs pour qu'ils disent autre chose que je suis un mec génial. Voilà, c'est plutôt ça. Ça, c'est compliqué. Moi, c'est pas à proprement parler avec la parentalité, enfin pas du tout d'ailleurs. C'est plus le côté comment on se rémunère avec un podcast. Ça, c'est l'énorme difficulté parce que donc moi, partie avec mon podcast, je démissionne 3 mois après avoir repris le boulot, je me lance dans le podcast, ça va être génial. Je lance un magazine en me disant bah oui, c'est pas du tout ambitieux de lancer un magazine seul, de l'écrire de A à Z, de tout gérer avec les prestataires. Ça me paraissait être une bonne idée, mais ça l'était. Hein. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, en plus de créer du contenu, d'écrire les articles pour le magazine, pour le podcast, pour les réseaux sociaux, donc d'interviewer des gens, il fallait aussi le mettre en page, gérer l'imprimeur, et puis aussi essayer de chercher des financements. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent mettre de la pub dans le magazine? Est-ce qu'éventuellement, ces gens qui ont dit oui, ils vont me payer après sans que je les relance 50 fois? Et ça, non, j'ai trouvé ça difficile quand même. Enfin, pour moi, c'était la partie la plus dure parce que je suis partie de mon métier de journaliste et d'un coup, je suis devenue commerciale, comptable. Et ça, je trouve que c'est pour moi le truc qui donne des cheveux blancs. L'aventure de l'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. Du coup, on va prendre une petite quinzaine de minutes. Voilà, si vous avez des questions suite à tout ça, ou si vous les aviez déjà dès le départ, il y a un micro qui est là. Alors, il est à fil. On va se le passer d'une personne à l'autre. Bonjour. Moi, j'ai une question sur comment vous avez réussi à mener à bien votre activité de podcast, économiquement, en termes de temps. Est-ce que ça a commencé par être un loisir et ça s'est professionnalisé? Ou est-ce que vous faites toujours ça bénévolement? Voilà. Moi, j'ai fait un podcast. Le premier, c'est facile, et continuer, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors moi, j'ai lancé mon podcast, c'était en février 2020, mais je crois que toi aussi, parce qu'il me semble mars. Donc en fait, j'étais très motivée. J'avais fait toutes mes en fait, j'avais déjà réfléchi à tous mes intervenants. J'étais partie, hop, on y va. J'interviewe tout le monde. J'ai fait le tour de France. Mais c'était bénévolement, quoi. Enfin, c'était vraiment, j'avais envie de me prouver que j'étais capable de le faire, vu que mon employeur ne voulait pas que je le fasse pour son journal. Enfin, il voulait bien, mais sans me payer. Donc, j'avais vraiment ce truc de me dire, faut que je fasse ça et tout. Et je vais partir dans une explication très longue, donc attendez, j'essaye de réduire. Et du coup, quand je suis retournée travailler, le podcast marchait plutôt bien. Enfin, j'avais sorti mes 12 épisodes, j'avais des bons retours. J'adorais faire ça, je trouvais ça génial. Je me disais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai pas eu envie de retourner au journal et de gérer des gens pas sympas.
Donc c'est pour ça que j'ai démissionné en me disant je lance le magazine. C'est le magazine qui me rapportera en fait ma rémunération. C'est pas grave si c'est galère, au moins j'ai ma liberté, je fais ce que je veux. Donc j'étais partie sur un format, je sors 4 magazines, donc 2 par an. Ça me paraissait déjà être un bon format pour 92 pages, je crois. En me disant c'est pas très grave si le podcast me rapporte pas d'argent, comme ça en fait je peux interviewer qui j'ai envie, j'ai une liberté de ton qui me permet de faire ce que je veux. Donc ça m'a permis d'en vivre pendant 2 ans et demi, donc avec quand même des galères, je disais, pour se faire payer par exemple. Moi, je ne sais pas toi, mais moi j'ai trouvé que c'était un travail à temps plein de dire aux gens, tu te rappelles que tu as une facture à payer, ça fait 6 mois maintenant. Ça, moi, j'ai trouvé vraiment difficile. Et du coup, quand j'ai eu mon 2e enfant, j'ai mis un peu le podcast de côté parce que j'avais plus la tête à faire tout ça. J'avais juste la tête à dormir. Et du coup, j'ai repris un travail au mois de juillet, donc dans un autre journal, beaucoup plus respectueux. Et ça se passe bien et je suis contente. Et je me dis qu'en fait, ça va me permettre, puisque effectivement j'ai pas repris le podcast, mais de faire en fait plus les choses avec plaisir. En fait, c'était moins devenu un plaisir. J'avais le côté que je trouvais liberté, en fait, de créer ce que j'avais envie. Il l'était un peu moins parce que du coup, j'avais des délais à respecter. J'avais peur, en fait, quand j'avais des annonceurs, que ça leur plaise pas ou qu'après on me dise. Ah oui, mais pourquoi tu as travaillé avec tel annonceur ? Et en fait, Puis en fait, j'y pensais tout le temps, quoi. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux, j'y pensais tout le temps. Le soir, avant de me coucher, je regardais Instagram, je regardais mes mails. En fait, ce qui était censé être de la liberté, je trouvais ça hyper aliénant. Et je trouve que d'avoir repris une activité et de me dire je reprendrai le podcast quand j'ai envie, c'est un peu ma définition du bonheur actuellement. Plus par plaisir, en fait. Moi, en fait, j'étais au chômage. Voilà, donc ça m'a donné un petit peu plus de 2 ans pour développer ça. C'était aussi le moment où ma fille était en instruction en famille, donc vraiment pour profiter de ces temps-là. Et puis ça s'est développé sans trop que je sache trop comment. Acast, mon hébergeur, a clairement été moteur là-dessus, m'a vraiment accompagné. Ce que je peux vous dire, c'est que Papatriarcat, sur 2022, c'est un chiffre d'affaires en monétisation de 25 000 euros. Voilà, donc c'est du chiffre d'affaires. Faut enlever l'URSSAF, faut enlever les frais. En net, il reste à peu près 14 000 euros. Donc, ça ne me fait pas vivre complètement, clairement. Mais par rapport à... C'est pas dégueu non plus. Voilà, sur un podcast qui va faire 100 000... en 2022, j'étais plutôt autour des 80 000 écoutes par mois. Donc, voilà, là, on est plutôt parti pour faire du 33 000 euros de chiffre d'affaires sur la monétisation en 2023, par rapport à mon prévisionnel et au devis que j'ai signé et qui seront payés dans les temps. Alors l'avantage quand c'est géré par Acast, c'est que moi je suis payé, quoi. Voilà, j'ai pas à courir après. Mais j'ai connu en effet ça, le fait de devoir aller réclamer des factures et tout. Mais chez moi c'était assez rare. Moi c'était très très commun. Mais je pense que le fait d'être une femme, honnêtement, ça joue. Parce que moi, les gens ils me voient arriver, ils se disent elle est toute gentille, Sophie, elle va rien nous dire. Et puis au bout de 10 appels où je deviens complètement dingue, quoi, parce que là on me dit oui, on va te payer, oui, ouais, ça serait gentil, ouais. Donc ouais, après c'est vrai qu'il y a ce côté où ça peut demander, je vais donner un exemple très concret, où par rapport au fait que ça peut être aliénant et tout, c'est que moi par exemple l'été je fais une pause, tu vois, je fais des rediffs et tout, etc. Et il se trouve qu'en fait, par contre mes écoutes font une pause aussi, tu vois. Et en fait, là, il se trouve que Acast m'a proposé des sponsorings tout l'été. Tu vois. Et que, moi, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de thunes, en fait. Tu vois. Donc, du coup, il a fallu que je réorganise tout mon temps de travail, que je trouve des idées dans le podcast pour maintenir le niveau d'écoute. Et voilà, parce qu'il fallait fournir les impressions pour les annonceurs. Donc en effet, on est aussi soumis à ça, mais ça marche dans le podcast comme ça marche dans plein d'autres activités indépendantes, concrètement, faut pas se mentir. Donc il y a ça. Après, je pense que
je vois passer des fois sur les réseaux des pubs deviens podcasteur, je crois qu'on en avait parlé, deviens podcasteur et gagne gavé de thunes. Tu vois. Alors je dis gavé, je suis de Bordeaux. Et gagne gavé de thunes. Voilà, tu vas te remplir. Non, ça c'est pas vrai du tout. Mais du tout. C'est-à-dire que moi là, avec mon niveau d'écoute, je génère des revenus, mais je peux pas en vivre seul. J'ai d'autres sources de revenus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un podcast comme La Matrescence, Clémentine Sarlat est une amie, 350 000 écoutes par mois, elle peut vivre de son podcast seule, d'accord. Et après, on peut se parler de Bliss. Voilà, Bliss, 1 million d'écoutes par mois. Non seulement elle peut vivre de son podcast seule, mais en plus elle fait vivre plusieurs personnes, quoi. D'accord. Mais le truc, je pense que la réalité dont il faut avoir conscience quand on se lance là-dedans, c'est que si on se lance dans le podcast comme activité principale professionnelle, il ne faut pas compter que sur son podcast, il faut compter sur ses compétences, vendre des accompagnements à la création de podcasts, vendre des podcasts de marque. Voilà, il faut aller là-dessus. Puis je pense qu'il faut avoir un petit peu la fibre entrepreneuriale et être bien accompagné. Et commercial. Oui, carrément. Alors moi, ça c'est vraiment mon point faible. Mais surtout, moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai pas du tout de gens qui sont entrepreneurs. J'ai plein de profs, donc ils connaissent pas du tout ça. Vraiment des gens qui sont salariés. Donc en fait, quand moi je leur parlais de mes difficultés, de comment faire, en fait, personne n'avait la réponse. J'ai fait des accompagnements à la CCI, j'ai fait des accompagnements. J'ai essayé plein de choses. Et en fait, c'est tellement en plus nouveau le podcast que personne n'avait vraiment les réponses. Et moi, je me sentais un peu démunie. Donc moi, je venais de la presse, donc je me disais c'est vrai que c'est le meilleur moyen. Peut-être, je sais pas. Et j'ai pas vraiment trouvé, moi, les réponses et les accompagnements dont j'aurais eu besoin. Je me suis sentie un peu seule là-dedans, quoi, à tout gérer, en fait. Ça dépend vraiment de l'environnement, tu vois, et de l'éducation qu'on a à l'argent. Parce que là, moi, clairement, qui suis fils de fonctionnaire et de mère aide ménagère, j'ai bien compris que, dans mon parcours professionnel en entreprise, j'ai appris tout ça. Mais je vois bien qu'en fait, il y a vraiment un vrai sujet de savoir gérer une entreprise, l'argent, le rapport à l'argent. Et savoir se vendre, pas se sous-vendre aussi. Et ne pas se sous-vendre. Moi, il y a un podcast que je vous conseille là-dessus qui s'appelle Histoire d'argent, qui est fait par Fabrice Florent. Et il va vous allez vraiment voyager. Déjà, dès le premier épisode, ça va vraiment venir vous chercher. Mais il y a un vrai sujet. Et je vais vous donner un autre exemple. Ma compagne qui est chirurgienne dentiste, donc là, vous pouvez vous dire quand même, ça va, c'est bon, elle brasse de la thune, la meuf, quoi. Elle brasse de la thune. Mais en attendant, il a fallu du coup que moi, je vienne l'aider avec mes compétences entrepreneuriales, parce que, ok, elle brasse de la thune, sauf qu'en fait, sa mère était secrétaire, son père était ouvrier, et elle n'a pas ce patrimoine, ou ce matrimoine, ou ce adelphimoine, de comment est-ce qu'on gère l'argent, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'en effet, il y a des vrais accompagnements à faire là-dessus. Moi, ce que je me disais vraiment, c'est que je suis journaliste, donc ça coule de sens de devenir podcasteuse, j'allais dire podcastrice, je ne sais plus comment on dit, mais bref, c'est pas grave. Et en fait, pas du tout, parce que quand tu es journaliste, tu sais rien faire. Enfin, tu sais interviewer des gens, tu sais chercher des interlocuteurs, mais en fait, en vrai, ça t'apporte pas grand-chose. Et en plus, je pense que vous vous en doutez, ou peut-être pas du tout, mais quand tu es journaliste, tu gagnes pas très bien ta vie, à part si tu présentes le 20h sur TF1. Mais du coup, mon mari est aussi journaliste, donc nous, on n'avait pas de trésorerie d'avance de malade, quoi. Donc il fallait tout l'argent tous les mois plutôt, qu'il y ait de l'argent qui rentre, quoi. Et ouais, c'est compliqué. Vous voyez comment l'argent, ça nous fait parler, quand même. Ouais. J'allais justement couper la parole. C'est passionnant comme métier. Non, c'est une autre question. Sujet. Bonjour. Moi, ma question était vraiment très, très précise par rapport au statut que vous avez, par rapport aux revenus que vous faites rentrer. C'est quoi? Vous êtes en micro-entreprise, etc. Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous avez une activité complémentaire. Ouais. Voilà, alors moi, dans l'ensemble de mes activités, je suis en micro-entreprise. Alors vous remarquerez que je parle très facilement d'argent. Hein, j'ai travaillé sur le sujet, j'ai fait un coaching et tout sur le sujet. C'est pas neutre, non, mais c'est important de le dire. Hein. Allez pas croire que c'est venu comme ça. J'ai été accompagné là-dessus. Moi, mon chiffre d'affaires, en fait, en 2022 global, il est de 35 500 et des brouettes euros. Ce qui est pas ouf. Hein.
Bah oui, parce que comme j'ai un compte Instagram avec 65 000 abonnés, il y a plein de gens qui pensent que je suis pété de thunes, mais absolument pas. Donc voilà, mais je comprends parce qu'il y en a qui sont pétés de thunes aussi avec ce niveau-là, mais pas du tout. Donc du coup, je préfère la structure de la micro-entreprise parce que, en effet, ça permet beaucoup de flexibilité. Que je n'ai pas encore passé le plafond que je risque de dépasser cette année de la TVA, donc voilà, donc on verra bien ce que ça donnera l'année prochaine. Après c'est vrai que là c'est pareil, tu vois, il faut vraiment savoir, c'est que quel intérêt pour moi, une évolution possible l'année prochaine, c'est de passer en société, tout simplement pour passer des trucs en charge, et c'est là qu'Instagram devient intéressant, parce qu'à partir du moment où tu fais des stories sur ta vie sur Instagram, tout devient une charge. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Tout devient une charge. Tu pars en vacances, c'est une charge. C'est-à-dire que tout est déduit de tes impôts et tout. Donc c'est juste dingue. Par contre, ça demande une structure différente, une exigence différente dans la comptabilité. Donc c'est pas aussi facile que l'auto-entreprise, tu vois. Donc voilà. Mais je pense que le statut d'auto-entrepreneur, moi, dans mes différentes activités, puisque donc je suis conférencier, je suis coach aussi sur différents sujets. Ça permet la flexibilité, ça permet de faire les choses proprement, et voilà. Moi, je suis aussi en auto-entrepreneur parce que pour moi, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus simple à gérer parce que j'ai une petite phobie administrative, on va pas se mentir. Donc, déclarer mon revenu, alors avant, je faisais trimestriellement. Mais en fait, j'oubliais une fois sur deux, donc maintenant c'est mensuel, l'URSSAF t'envoie un rappel, donc voilà, j'ai ce truc qu'il faut faire et c'est comme ça et c'est facile, c'est simple et en plus je dépasse pas mon chiffre d'affaires et ça me permettait surtout, parce que bon, normalement quand tu fais des piges pour des médias, ils sont censés t'envoyer une fiche je paye, mais il y en a certains qui te demandent de facturer, c'est pas légal, mais bon, tout le monde le fait. Donc ouais, moi ça me permettait cette liberté-là et du coup aujourd'hui ça me permet d'être salarié et d'avoir ça en plus. Quoi ? Je crois qu'on nous envoie le signal de fin du fond. On a encore 5 minutes. Merci pour votre transparence. Une autre question ? Petite musique de salon. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à vos interviews. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un intervenant que vous n'arrivez pas à maîtriser, entre guillemets, qui part dans des... Tout à l'heure, tu parlais de Vincent, qui part dans des idéologies que vous n'avez pas du tout, et donc vous vous trouvez un peu coincé. Et deuxième partie de ma question, est-ce que vous avez déjà pas publié une interview ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que, après, à chaque fois, tu vois, moi, je fais beaucoup de coupes, en fait. Moi, je coupe, hein, parce que je trouve que des fois, tout n'est pas pertinent, en fait. Et quand je vois que la personne que j'interviewe, ça ne va pas le faire, quoi. Enfin, elle part dans des trucs, je me dis, non. Et du coup, la personne, à la fin, je lui ai dit, je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé. Et quand j'ai réécouté l'interview, je me suis dit, en fait, jamais. Mais je pense que c'était un homme. Et je pense qu'il a vu qu'il n'y avait pas eu trop de feeling, en fait, que ses réponses, vraiment, je trouvais que que c'était un peu macho, des fois. Et je me disais, mais pourquoi il répond ça ? Donc, à chaque fois, j'étais là, oui, mais... Tu vois ? Et non, et du coup, il ne m'a pas relancé. Et je pense qu'il avait compris que ça... En plus, c'était lui qui était venu vers moi. Et je pensais que... Quand on avait pré-échangé, je me disais, bon, il a compris. Et en fait, non, je pense que ça ne matchait pas du tout. Mais c'est pas grave. Tu peux pas aller, je trouve, contre ta ligne éditoriale, quoi. Il faut pas avoir quelqu'un à tout prix, c'est pas grave, t'as perdu du temps. C'est pas grave, tant pis, c'est le jeu, quoi. Mais moi, je suis pas journaliste. J'ai pas de ligne éditoriale. Du coup, j'ai des positions personnelles. Est-ce que ça m'est arrivé d'avoir des invités qui partent, tu vois, comme Vincent ou d'autres qui peuvent partir dans des choses où je ne suis pas d'accord, en tout cas, où ça vient bousculer mes valeurs? Oui. Moi, j'ai pas eu à ne pas diffuser. Par contre, il y a des endroits que j'ai déjà coupés. Je me rappelle d'un épisode avec une personne qui est assez connue dans la sphère féministe et qui a dit, sans trop s'en apercevoir, on parlait des stéréotypes de genre, et qui dit comme ça à un moment, ouais, mais tu vois, à un moment, elle a un petit garçon,
Et elle maîtrise pas tout, tu vois. Et en fait, au lieu d'aller questionner la société et le milieu et l'école et les institutions et tout, elle me dit, à un moment, je me demande quand même s'il y a des trucs biologiques qui sont pas vrais sur les petits garçons, tu vois. Et ça, en fait, tu vois, au montage, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, j'ai pas réagi, tu vois, j'ai pas rebondi là-dessus. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse? Et alors là, je pense qu'elle va se faire lyncher. Voilà. Et j'ai préféré juste le couper. J'en ai même pas parlé, tu vois, Oui, on s'en puis fout. toi, tu leur as laissé dire ça, en fait. Tu Voilà. lui laisses la possibilité C'est ça. de le dire, donc c'est pas top. Mais, et en plus, c'est ça, c'est que tu réagis pas. Par contre, tu vois, quand j'interviewe des mecs sur, ou des femmes, hein, sur des moments où on peut sortir des, enfin, tu vois, quand c'est pas des personnes publiques qui peuvent se faire lyncher, ou des experts, parce que le problème des experts aussi, c'est, en fait, c'est pas les mêmes interviews. C'est que quand tu interviews des experts, c'est compliqué. Moi, j'ai interviewé mon premier épisode en anglais, c'était avec le professeur Alan Kasdin, qui est à Yale. J'ai interviewé parce que lui, son travail, c'est la parentalité basée sur les preuves. Lui, la morale, il s'en fout royal, tu vois. C'est-à-dire que lui, en fait, tu vois, par exemple, à un moment, on parle de punition. Lui, son sujet, c'est est-ce que ça marche pas? Et comment ça marche pas? Et si tu veux, moi, j'ai préféré publier le truc parce qu'il y avait un débat, enfin, il y a toujours un débat dans les médias sur le sujet. Et je me suis dit, je vais juste expliquer à mon auditoire en introduction que ce monsieur, il n'est pas sur des positions morales, il regarde juste ce que dit la science, et après, on prend ce qu'on a à prendre, et voilà. Parce que c'est ma démarche à moi, tu vois. Je prends des choses que lui dit. Par contre, je n'ai jamais puni ma fille, je la punirai à peu près jamais, je pense. Mais ça, c'est ma position personnelle, et je n'ai pas jugé les gens qui le font. Donc déjà, on peut cadrer le truc, tu vois. Par contre, en effet, moi, mon petit cheminement à moi, c'est que quand quelqu'un dit un truc qui m'étonne, je vais plutôt le questionner sur qu'est-ce qui t'amène à penser ça. Tu vois ? Est-ce que tu es en train de me dire ça? Mais ça, tu vois, c'est de l'écoute active, c'est une démarche un petit peu de coaching, c'est une démarche un petit peu parfois thérapeutique, mais c'est parce que c'est mon approche à moi, tu vois. Après, je trouve que, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que moi, j'ai envie de diffuser ça, tu vois? Est-ce que j'ai envie, en fait, de laisser dire ça, quoi? Parce que oui, alors, t'as pas à juger ce que les gens font, et ça, j'en suis entièrement d'accord. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'y participer, en fait? Moi, ma position, c'est tout le temps, non, en fait, puisque j'ai pas besoin de... Enfin, c'est pas que j'ai pas besoin, mais c'est que, je veux dire, cette personne, elle peut avoir d'autres espaces pour dire ces choses-là, tu vois. Moi, tu vois, dans les conversationnels avec les parents, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir un parent qui te dit « mon enfant me cherche tout le temps », tu vois, tu vois, alors que c'est quelque chose que moi, je pense qui est fondamentalement faux, mais tu poses la question « ah bon, qu'est-ce qui te fait penser qu'il te cherche ?» tu vois. Quels sont ses comportements? Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là? Tu vois, moi je vais dans cette démarche-là, mais parce que c'est la mienne. Mais je trouve ça intéressant parce que je sais aussi qu'au bout du haut-parleur, il y a d'autres parents qui pensent que leur gamin le cherche, tu vois. Et en plus, tu vois, tu peux réagir et en fait, tu peux vraiment donner des clés. Donc après, ça va dépendre pour moi du format. Par contre, c'est sûr que si, je pense vraiment à un épisode de Victoire Toyon, des coups sur la table, qui parlait de la charge mentale, avec un mec qui dit des trucs horribles sur les stratégies. Moi, genre, le mec qui me disait, vu que ma femme, elle allaitait, moi, je servais à rien, donc j'allais dormir dans une autre chambre, parce que tu comprends, moi, le lendemain, je travaillais. Oui, mais... je sais pas, pour moi, c'était... Je disais, oui, mais tu aurais pu, je sais pas, l'aider quand même. Enfin, pas l'aider en plus, oh là là, n'importe quoi. Mais tu aurais pu être là, quoi. Et lui était là, non, mais moi, après, pour travailler, j'étais trop fatiguée. Oui. Tu vois, moi, ce que j'entends dans cette phrase, c'est le gars pense qu'il sert à rien. Donc ça veut dire que le gars ne sait pas fondamentalement ce qu'il peut faire. Oui, mais il est même pas allé, il a même pas essayé, tu vois. Mais bien sûr. Le mec était père de 3 enfants. Non, mais on est d'accord, mais tu vois. Après, si tu veux, mais c'est là où je pense que fondamentalement il y a une différence entre le point de vue de la personne qui interviewe. Tu vois, c'est que Sophie, tu vois, sur une même phrase, toi, tu as ton vécu de mère, de femme, qui est fondamentalement différent du mien, parce que, si tu veux, des mecs qui disent ça. Mais ils sont tous autour de moi, tu vois, je veux dire. Et entre mecs, en plus, la parole, elle se libère, tu vois, je veux dire. C'est pour ça que j'interviewe moins souvent des hommes. Hein. Tu vois, ça m'évite de m'énerver. Et là, le sujet. Donc, pour essayer de répondre à ta question, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas qu'une seule façon. Ouais, en fait, il n'y a pas une bonne façon de faire. En fait, chacun sait ce qui est bon pour lui, ce qu'il a envie de diffuser. En fonction de soi, en pas, fonction de sa personnalité, en fonction de comment on est à l'aise. Des fois, dans la contradiction, il y a quelque chose à aller chercher. Oui. Tu vois, je trouve. Oui, si on maîtrise aussi, si on est à l'aise avec ça, et si on... Voilà. Moi, souvent, en fait, je coupe mes réponses. Donc, si je laisse la personne dire ses trucs... Oui, ça dépend aussi. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose. La différence entre votre podcast, c'est que le tien a une mission éducative
créative, en plus de juste libérer la parole. Il y a cette chose que tu habitues ton audience aussi à entendre des contradictions. Parce Exactement. Que tu veux les faire évoluer. Ah oui. Ils sont habitués à entendre des choses comme ça et à accepter le... Et puis en plus, moi, si tu veux, dans mon approche, je fais exprès souvent de me mettre dans des positions, je pose des questions que je ne pense pas. Tu vois ? Ça, c'est mon approche. Parce que moi, ce que je veux, c'est aller péter les croyances des gens. Tu vois ? Et ça, c'est un truc, des fois, mes invités, quand je leur envoie des questions, je leur dis, on se calme, je viens pas vous chercher, tu vois, parce que des fois, tu es sur des sujets sensibles. Hein. Tu vois, j'en ai un là sur le harcèlement scolaire qui est en cours de production. Voilà, je suis allé chercher un petit peu l'invité, mais je le préviens juste avant. Cette question-là, elle est posée pour telle raison. On sait bien que, bien évidemment, tu vois, le docteur Alan Kasdin, je lui ai posé comme question, est-ce qu'on n'est pas en train de dresser nos enfants comme des chiens ? Je sais que non, avec son truc. Mais je sais aussi que c'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, il faut aller amener ces questions-là pour que la personne puisse y répondre, tu vois. Merci. Merci à vous. Je pense qu'on Oui, va pour 2 clore, questions, on la- tient 30 minutes à chaque fois, tout va bien. Voilà, mais les rencontres, c'est... Tu dis ? Oui, tu as raison. Merci, Suzanne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On vous retrouve, Sophie et Cédric, dans le salon des podcasteristes de 13h à 14h, je crois. 13-14, ouais, c'est ça. 13-14, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et vous pourrez temps de manger une continuer galette, ouais. l'échange. Je voulais vous dire vraiment un grand merci pour nos échanges. Il y a des ateliers qui ont déjà démarré ou qui vont démarrer, et aussi n'hésitez pas, il est 12h20, à aller vous restaurer, vous rafraîchir et profiter de l'accueil des bénévoles au stand alimentaire.